Je suis Kevin Yachenti, il est Olivier Bonjour. Et à deux, on est Bonjour Yachenti. Bienvenue à On passe à table. On passe à table, nouvelle formule. C'est quoi le on passe à table? On passe à table, qu'est-ce que c'est On passe à table? C'est une, je dirais que c'est une formule, un grand boudoir élargi avec un invité qui aujourd'hui est Alan. Ouais. Bonjour Alan. Bonjour Alain. Bonjour. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'On passe à table, toi? Toi qui sais bien expliquer les choses. Moi qui sais bien expliquer les choses. Non, voilà, on essaye, en tout cas on est dans une autre formulation. On s'est dit que, en grignotant quelque chose, en buvant un verre, et surtout en ayant un invité, on pouvait élargir notre champ de, non plus de questions-réponses, ni plus d'avis ou de ce qu'on pouvait ressentir, mais de le faire avec une énergie extérieure qui va nous surprendre, qui va nous positionner ailleurs, autrement, et dans l'instant de ce qui se vit, et on va le vivre vraiment comme ça, comme le sont les boudoirs. En fait, c'est une discussion entre amis qui ont envie de discuter. Donc on n'a aucun objectif, on n'a aucune vérité, on ne prône rien, on vit, et on a toutes les vérités en même temps. Et donc Alan a eu envie de venir, c'est une proposition qu'il a faite, et donc parce qu'il avait envie de s'ouvrir par rapport à l'univers qu'on avait développé, et donc Alan est là. Donc Alan, qui es-tu? Voilà, c'est toujours compliqué ça. Ah oui, oui, c'est génial. J'ai l'impression d'être chez Jacques Martin. Non, je ne te demande pas de présenter ton dernier film. Non, tout à fait. Mais... Non, j'ai eu envie de participer à ce nouveau concept d'émission parce que j'aimais bien le concept des boudoirs. Cette espèce de conversation à bâton rompu et cette liberté de parole aussi. Ouais. Et je m'étais dit que ouais, ce serait intéressant qu'on discute ensemble, et encore plus sur une problématique qui... Voilà, sur un thème qui me travaille assez bien depuis quelques années, qui est le thème du deuil, parce que j'ai perdu énormément de proches ces derniers temps. Donc je m'étais dit que peut-être vous auriez des clés à me donner, ou en tout cas que ça débloquerait quelque chose en moi, le fait de discuter avec vous. Le deuil, donc, ce ne sont pas des gens qui t'ont quitté, ce sont des gens qui sont vraiment morts. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas le deuil d'une relation, c'est ça, par exemple. C'est vrai qu'on peut faire le deuil de beaucoup de choses. Bien sûr. Mais là, c'est le deuil, presque le deuil extrême, quoi. Le plus grand deuil. Au sens propre, en fait. Mais c'est celui qui n'est pas volontaire. Je propose que, peut-être, pour se mettre peut-être un diapason et comment dire ça? Syntonie? Non, en apéritif ou en... Ah, Hein? En entrée? En entrée. Moi, je propose qu'on fasse peut-être une petite méditation. Ah ouais, pourquoi pas? Nourriture, voilà. Essayons la nourriture d'esprit. On essaye ça? Ok, allez, let's go. Tu vas aller pisser. Passe à table. Je voudrais savoir, moi, ce que... Comment tu l'as... Est-ce que c'était difficile? Est-ce que mentalement, qu'est-ce qui s'est passé?
traversé? Donc, ouais, non, je suis quelqu'un qui a un monde intérieur très vivant. Donc, ce qui était le plus difficile, c'était de... Mais d'ailleurs, Giraudot synthétisait ça très bien. Oui, Quand il disait, voilà, quand il disait si vous êtes parcouru par trop d'émotions, d'images, etc., et que vous perdez ce rapport à la respiration, recentrez-vous, mais ne vous blâmez pas, il disait quelque chose à peu près comme ça. Oui, c'est ça. À un moment, j'ai un peu lutté, puis au bout d'un moment, je suis parvenu à trouver plus ou moins mon rythme, on va dire, en tout cas. On était parti dans le bon état. Parce que là, comme voilà, on était parti sur une méditation de 20 minutes qui est dirigée par la voix de Bernard Giraudot et qui base qui base la méditation sur la respiration. Donc l'élément essentiel de notre vie qui nous permet de nous différencier de l'être vivant, de l'être mort. Souffle de vie, oui. Le souffle, oui, le souffle. On arrête de respirer, puis on meurt. Le cœur s'arrête après. Donc c'est un peu... Et il a fait sa première expérience. C'est pas évident à la première, justement. Je ressens que le fait de se concentrer sur sa respiration est rien que ça. Ne pas se laisser envahir par toutes ces images. Et ce monde d'illusion qui est en toi, ces pensées qui t'arrivent et qui mangent un peu qui sont un peu parasites. Qui occupent, mais ça occupe ton esprit, parce qu'il n'y a aucune production, il n'y a rien. Ce sont simplement des pensées qui rentrent. Dans sa proposition, Giraudot, il insiste sur le fait d'accepter. De ne pas se blâmer, de ne pas se blâmer pour ne pas rester là-dessus et de les laisser partir et de revenir sur ta respiration. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Je ne dis pas que la méditation n'est pas, c'est notre truc, voilà, c'est notre truc, mais parce qu'il permet de revenir sur un essentiel, simplement, un essentiel, que tu existes, que tu vis, que par ça. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais c'était l'enseignement de base de Bouddha il y a 2500 ans. Il n'a jamais appris le bouddhisme, hein, c'est quand même fort. Il a appris aux gens à prendre conscience dans l'instant, dans le ici et maintenant, de leur respiration. Et de là, tout un chemin est possible. Dans le domaine de la conscience, on peut après travailler à avoir une conscience de ses organes, conscience de son corps vivant, conscience de son corps qui meurt, et par ce cheminement, accepter l'acceptation. C'est un mot, c'est un peu un mot magique. C'est un mot dont on va reparler. Ouais, l'acceptation, c'est un mot dont on va reparler, car on va passer au plat. On va passer au plat. On va passer au plat. Je ne regarde pas. Donc, le plat. Le plat. Le plat. J'ai un plat. Froid. Non, je ne vais pas recommencer. Donc le plat. C'est quoi le plat? Le plat, c'est... c'est ce pourquoi monsieur Alan est venu nous voir. Ouais. Donc, on va parler de ce qui peut bloquer, c'est-à-dire le deuil. Ouais. C'est donc le deuil. C'est donc le deuil. Un grand... on va laisser peut-être... Qu'est-ce qui... D'abord, pourquoi le deuil? Qu'est-ce qui t'amène à nous en parler, Parce que c'est quand même quelque chose qui peut paraître intime. Oui, d'assez personnel, d'assez intime. Oui, il y a peut-être cette part d'impudeur dans le fait de vous en parler, mais c'est parce que je suis en confiance aussi. Oui. Voilà. Mais le fait, j'en parlerai pas avec n'importe qui comme ça. En plus, c'est... Mais tu en parles devant n'importe qui. Ah oui, voilà. Ouais, on a quand même la conscience. Après, c'est une façon de voir. C'est pas un problème pour toi. Tu n'as pas ce souci de pudeur. Non, pas du tout. Tu te montres même dans la vie comme tu es. Donc tu n'as pas ce souci de jugement. Les autres pensent de toi ce qu'ils veulent. La vie est trop courte que pour avoir des barrières comme ça, une carapace par rapport à ça. Ben oui, c'est comme ça que tu le vis toi. C'est ça. Voilà, en tout cas, oui. Je crois que c'est intéressant. Mais donc oui, le deuil,
c'est quelque chose... Enfin, c'est un thème, on va dire ça comme ça. C'est auquel j'ai été pas mal confronté ces dernières années. En tout cas, le deuil au sens propre. Donc, par rapport à la perte de personnes très proches qui avaient énormément compté pour moi. Qui étaient, ces personnes qui étaient grandement constitutives de ce que je suis devenu. Hein. Donc, c'est en très peu de temps, je pense en 5 ans, j'ai perdu ma grand-mère parce que j'ai été élevé en grande partie par mes grands-parents maternels. Donc il y a 4 ans, j'ai perdu ma grand-mère. Il y a 3 ans, mon cousin qui venait d'avoir 30 piges, donc c'était un peu compliqué à digérer. Et il y a 1 an, il y a mon grand-père maternel aussi qui s'en est allé. Donc voilà, c'est du même, du même côté, voilà, du même côté, donc du côté de ma mère. Et en plus de ça, voilà, j'ai des rapports avec mes parents qui sont pas très compliqués, enfin qui sont pas très faciles, pardon. Justement, ça dit tout, voilà le petit lapsus. Voilà, j'ai un peu renoué avec ma mère parce qu'elle a une vie qui est un peu épineuse. Parfois, elle a peut-être des fréquentations aussi un peu toxiques. Enfin, c'est pas à moi de le juger. Et mon père, on se parle plus là depuis un certain temps. On a toujours eu du mal à se comprendre. Donc, je pense que quand on est un homme, on se construit pas mal dans le rapport au père aussi. En tout cas, la figure paternelle. Et il y a toujours cette recherche de... Enfin, c'est un autre sujet, mais il y a toujours cette recherche un peu de reconnaissance, voilà, ou d'estime de la part du père, tu vois, de fierté. Après, le père, ça dépend de la... Voilà. Après, il y a des pères de substitution, voilà. J'ai l'impression que c'est un peu une trinité, ces 3 pertes, un peu. Tu dis que c'est tes grands-parents qui t'ont élevé. Enfin, mes parents aussi, mais la plupart du temps, j'étais chez mes grands-parents. En fait, dans ton image, c'est... Dans la petite enfance, en tout cas. Mais t'as vraiment... Oui, mais il y a quand même une image un peu de... Ouais, d'avoir été élevé par ces gens. Qui sont une femme, un homme, qui partent à un moment. Et ça fait vraiment... Je vois un peu une trinité dans l'homme et la femme, donc qui sont des... Je sais pas comment... pas des parents de substitution, mais tu vois ce que je veux dire. Ah oui, tout et à fait. La personne, un de tes amis, donc ton cousin, quand même, qui est à peu près dans les mêmes eaux que toi, c'est comme si... ah oui, j'ai eu 30 ans. C'est un peu comme si tu disparaissais. Tu vois, tous tes repères, en fait, disparaissent. C'est-à-dire que ceux pour qui tu as un amour presque maternel, paternel, puisqu'il y a... Bon, après, on va pas rentrer dans les détails par rapport à tes parents, et une image de... Pas une image de toi, mais... Ton cousin, c'est un peu... moi aussi, je pourrais... Enfin, il est mort il y a 30 ans. Enfin, il y a une espèce d'identification forte qui se fait un peu. Ouais. Surtout qu'on avait un peu le même statut dans la famille, si tu veux. Voilà, on était un peu des pôles, tu vois, aux antipodes l'un de l'autre, mais on avait un peu le même statut. C'est-à-dire que, voilà, du côté de mon père, dans la famille, ils ont des métiers très traditionnels, ils ont tous bien réussi dans la vie, enfin, ils sont avocats, etc. Et... autant mon cousin que moi, mais de façon différente, ils auraient certainement pas voulu qu'on emprunte cette voie-là. Donc c'est-à-dire pour moi une voie plus artistique. Donc il y avait toutes les difficultés que ça implique dans le fait de réussir à vivre de ça. Enfin tu vois, que ce soit la réalisation, le journalisme, peu importe, mais tout ce qui a une connotation un peu artistique, c'est toujours compliqué. C'est compliqué à accepter pour les parents aussi. Et mon cousin, lui... il avait suivi une autre voie, il était devenu trader, voilà, il charriait énormément d'argent, il avait un haut niveau de vie, mais au fond de lui, ça a toujours été un écorché, tu vois. Donc on se comprenait, on s'était un peu perdu de vue, je l'ai retrouvé sur la fin, évidemment. Mais donc oui, ça a fait beaucoup de pertes en très peu de temps, quoi. Est-ce que ce qui te touche autant, c'est le manque, c'est le manque de la présence, c'est la présence de l'absence, ou c'est l'injustice? Est-ce que leur départ te semble injuste? Qu'est-ce qui te rend... ce qui t'habite, c'est de la colère, c'est de la tristesse? C'est plus de la douleur ou de la souffrance. Enfin, je pense que par rapport à mon cousin, il y avait ce sentiment d'injustice. Parce qu'il venait d'avoir 30 ans, il était jeune, on savait que... Voilà, qu'il avait ce côté un peu écorché, que c'est quelqu'un qui a vécu de la vie pleinement, enfin qui a savouré la vie pleinement, en tout cas sur le peu de temps où il était là. Mais par rapport
à mes grands-parents et en particulier à ma grand-mère, c'est plus le sentiment de perte d'un parent. Donc c'est la perte d'une certaine forme de soutien, tu vois. C'est les personnes que je consultais le plus par rapport à tous les sujets, sur qui je pouvais compter. Donc oui, c'est plus le sentiment d'absence, en fait. Tu vois, le fait de se dire « Ah merde, ils sont plus là alors que c'est des personnes que j'avais au téléphone tous les jours. Et tu te sens comment, en fait si on enlève, bon, il y a la grand-mère, donc ton cousin, ton grand-père, c'est ça. Et c'était quand ton grand-père? Mon grand-père, c'était il y a 1 an, mais... Et là, en fait, depuis ce temps, est-ce que tu sens qu'il y a un Alan d'avant et un Alan d'après? Ah, tout à fait. Et exactement. L'Alan de maintenant... J'étais pas autant en souffrance qu'avant. Je suis plus en recherche, sans doute encore maintenant. T'étais mais... pas en souffrance. Avant, t'étais plus en souffrance? Non, justement, non. J'étais pas autant en souffrance avant la perte de ces personnes-là, ça c'est clair. Et là, tu te sens... Et j'ai l'impression que c'est ce qui me constitue depuis quelques années. J'ai l'impression réellement de me construire par rapport à ça, en réaction à ça, tu vois. D'accord. Donc oui, je sens que je suis beaucoup plus écorché qu'avant, même si c'est un peu une lapalissade presque. Mais ouais, c'est réellement ce sentiment d'absence, en fait, tu vois, de perte de repères, de soutien affectif d'une certaine façon. Ça me fait penser dans le ciné, ça me fait penser au film de... je vais pas te donner un film en particulier, mais tu sais, les films où tu as un personnage qui a un maître, et à un moment donné, pour devenir ce qu'il est, son maître doit mourir. Et là, j'ai vraiment l'impression que tu es dans une phase de... comme tu dis, c'est des gens qui ont été très constitutifs pour toi. Exactement. Et que la seule manière de maintenant pouvoir devenir toi réellement, c'était eux de partir. Et autant tes parents, tes grands-parents que ton cousin, qui peut-être par rapport à toi, c'est un rôle très important pour lui d'avoir quitté la vie, en fait. C'est-à-dire que c'est difficile à accepter pour toi, mais en même temps, au moment où tu vas l'accepter, parce que ce que je ressens, moi, c'est que finalement, depuis qu'ils sont partis, tu es perdu. Enfin, tu sais plus, t'as plus de repères, en fait. Et tes repères étaient extérieurs, c'était en gros tes maîtres, tes mentors. Tu vois, là, t'as une espèce de trinité de mentors qui font que ton cousin, c'est un repère identitaire parce qu'il a le même âge, parce que vous êtes à 2 pôles différents. Tes grands-parents, c'est une espèce de repère parental, on va dire. Des sources. Des sources, voilà. Des sources d'inspiration. Les racines. Les racines aussi. Les racines, voilà, je viens de là. Ça va même au-delà des parents, tu vois, c'est les parents des parents. Donc c'est encore plus... Ça peut être beaucoup plus inspirant. Les grands-parents, en plus, ils se sont occupés de toi. C'est les gens qui s'occupent. C'est ça, c'est ça, mais par choix. Oui. Par choix. Plus par choix que par nécessité. Les parents s'occupent souvent... les parents s'occupent de leurs enfants, et des fois pas. Oui. Et les grands-parents prennent les choses en main. Donc leur poids est, je veux dire, au niveau de... parce que j'ai vécu la même chose que toi, par mes grands-parents. Donc je le ressentais vraiment, mais pas après coup, sur le coup, voilà. Donc c'est vrai que leur disparition... Et quand je dis disparition, je mets pas de gants non plus. Tu as, effectivement, leur corps, tu dis, ils ne sont plus là pour t'aider. Effectivement, tu n'entends plus le son de leur voix physique, tu n'entends plus. Et j'ai l'impression que tout est parti. Qui n'existe que tu as donc décidé. C'est un choc et que tu as décidé qu'ils n'étaient plus là. Donc là, effectivement, il y a. Je vais faire une comparaison complètement naze. Tu gardes ta voiture devant la porte de chez toi. 3 heures après, tu regardes à la fenêtre, la voiture n'est plus là. Colère, mais elle est quelque part, cette voiture. Oui, exactement. Ouais. Elle est quelque part. Est-ce que tu as, donc ma question, est-ce que tu as envisagé de retrouver ce que, par exemple, en posant des questions imaginaires, les « et si magiques », de les retrouver au travers de toi? Tu vois, qu'aurait-il dit dans un truc de prendre le temps peut-être jusqu'à ce que tu décides de te séparer de ça, mais essayer de
de les faire revivre d'une façon ou d'une autre. Tu l'as déjà entendu autour de toi, oh, mon père est encore toujours très présent. J'ai des fois des conversations avec, tu vois, même qu'on sait très bien, on sait très bien que le corps, il a disparu, il est incinéré ou il est enterré quelque part, mais le legs, le don, ce qu'ils t'ont donné, et je dirais la traînée comme une comète, tu vois, cette traînée de lumière, de bonheur, ou enfin, je veux dire, leur jugement que tu acceptais, de le ressentir, pour peut-être éviter d'avoir la douleur de leur disparition. C'est-à-dire trouver quelque chose qui deviendrait ta vérité, vu que il n'y a que toi qui peux la vivre. J'essaie de faire ça, mais c'est un exercice assez compliqué. Faut arriver. Il faut être vrai. Ça doit être sincère, hein, je pense. Ah oui. Mais, exactement. Mais si on était si on était bouddhiste ou hindouiste ou quoi, ben, le jeu de la réincarnation te donnerait. Tu vois, ce ne serait qu'un corps disparu. Qui se retrouvait. C'est parce qu'on est dans une éducation qui fait que voilà, c'est une finalité. Ils sont au paradis, c'est chouette, ils jouent en comptant une compte des moutons dans les nuages blancs. C'est bien, c'est ça qu'on t'a dit. Ou en enfer, à travers voilà, on sait. Mais je veux dire, ça, ce sont des images, ce sont des trucs qu'on essaie de nous, d'une façon ou d'une autre. Mais pour toi, dans ta religion à toi, qu'est-ce qui pourquoi acceptes-tu d'avoir si mal? Je ne choisis pas en fait. Ah, es-tu sûr de ça? Enfin, je ne sais pas. Peut-être inconsciemment. Est-ce que parce que ça te donne, ça te met, enfin, cette colère ou cette douleur te fait agir d'une certaine façon. Tu es quelqu'un qui réagit, parce qu'on se connaît un peu, tu réagis un peu en allant un peu plus loin, peut-être dans certains excès, par rage, je dis toujours rage, je ne sais pas pourquoi, je ressens qu'il y a de rage. Oui, peut-être. Je peux me tromper complètement. Il y a une douleur, mais qui débouche sur quelque chose. Étant quelqu'un d'actif, tu ne vas pas prendre et rester dans ton coin. Non, pas du tout. Ras-le-bol. C'est peut-être paradoxalement devenu une sorte de moteur aussi. Ou de carburant, je ne sais pas. Mais oui, je pense qu'on agit toujours en réaction par rapport à ça. Et oui, évidemment que j'essaie de rester fidèle aux acquis qu'ils m'ont donné. Mais tu parlais du son de la voix, ça c'est une des pires choses. Quand tu perds quelqu'un, t'as la présence de la personne, mais t'as aussi le fait de te dire j'entendrai plus jamais sa voix à part sur des enregistrements, je la verrai plus à part sur des photos par exemple. Voilà. C'est quelque chose d'assez... Enfin, c'est compliqué d'aller au-delà de ça et de se dire, voilà, mais de garder ce qu'ils ont pu t'apporter et de ne plus t'attacher à ce qui était physique, quoi, tu vois. Mais c'est la manière dont, en fait, la souffrance, pour le moment, c'est la manière, en tout cas, c'est ta manière de les faire exister. C'est-à-dire que, tu vois, tu dis, moi j'ai perdu ma grand-mère, j'adorais ma grand-mère, mes parents m'ont élevé, mais ma grand-mère, c'était quand même, j'étais son chouchou. Et j'ai perdu ma grand-mère, je ne sais plus, enfin, c'était 1 an avant ça. Donc j'ai eu une grosse phase de descente parce que tout s'est remis ensemble. J'avais été largué par cette nana, je perds ma grand-mère, et j'ai tout remis dans une boîte comme ça. Le jour où ma grand-mère a été intubée, personne n'était capable, c'était en Bretagne, tu vois, j'étais pas du tout là-bas, et je me suis dit non, je vais pas y aller. Pourtant c'était quand même quelqu'un qui comptait. D'ailleurs, je pensais que le jour où elle allait mourir, ça allait être terrible pour moi. Mes parents, ma mère m'a appelé, ou ma soeur, je ne sais plus, parce qu'ils n'arrivaient pas à prendre la décision de la désintuber. Donc ils m'ont appelé, j'ai dit, enlevez-lui ce tube. Et le jour où elle est morte, où j'ai donc appris qu'elle était décédée, je me rappelle encore, au téléphone, tac, ma mère me dit, ma soeur, je raccroche, pendant 2 minutes, tu vois, à un moment donné, je suis comme ça, extatique. Après, je pleure pendant 2 minutes, et après, c'était fini. Et je peux dire sans peine que c'est un des plus beaux jours de mon existence. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait après, je sentais que ma grand-mère était là. Je sentais vraiment sa présence, et que quand il se passe quelque chose dans moi,
je suis pas en train de, tous les ans, tu vois, sur son anniversaire, je ne suis pas en train de pleurer sa perte, de me dire oh, un être vous manque, voilà. Ma grand-mère, pour moi, si elle a jamais vu ma fille, ça aurait été cool qu'elle la voie, mais des fois, je peux parler à ma grand-mère pour lui dire voilà, tu vois, regarde ma fille, machin, parce que c'est moi qui fais exister ce truc. Et pourtant, oui, sa voix, c'est des souvenirs, j'en ai plein, mais je choisis, en fait, d'accepter. Bah, qu'à un moment donné, d'ailleurs je pense que c'était mieux pour elle, parce qu'elle était commencée à être vieille, enfin, il y a des gens qui vivent plus vieux, mais commençait à avoir un peu de mal, tu vois, à interagir avec sa propre existence, ça devenait plus difficile qu'autre chose, et finalement la souffrance, c'est un truc qu'on nourrit, et je pense que c'est comment dire, c'est ta façon en tout cas. C'est pour l'instant la seule façon que tu trouves de les faire exister. Et je sais qu'il y a un auteur qu'on aime bien qui dit que dès qu'il parle de son père mort, il pleure. Et la tristesse, les larmes qui coulent, pour lui, c'est le manque de son père. Il ne veut pas perdre cette tristesse. Parce que c'est l'amour. La tristesse, c'est l'amour de son père. L'absence, c'est la présence. Tu vois, l'absence, c'est le côté face de la pièce, de la présence. Sans l'absence, tu n'as pas la présence. Donc du coup, finalement, peut-être que tu vas souffrir, peut-être que tu vas toujours avoir cette tristesse, ce manque, mais essaye pas de l'enlever. Accepte-le, accepte la douleur, accepte de pleurer parfois, accepte le manque, parce que finalement, ce manque, cette douleur, c'est l'amour que tu as pour ces gens. Et c'est tout, quoi. Parce que si tu es en résistance et tu dis « Ah, je pleure, mais je n'ai pas envie », parce que c'est souvent ça. Pourquoi je souffre, machin ? Je souffre, je suis triste, parce que j'aime, parce que ça existe, parce que j'accepte qu'ils sont partis, et que j'accepte que d'être humain, en fait. Je crois que c'est... En fait, on nous a appris à ne pas être triste, à ne pas... que la tristesse, c'était pas bien, que... La vie continue. Ben, évidemment que la vie continue. Je veux dire, oui, bien sûr que la vie continue, mais la vie ne s'est pas arrêtée non plus. Elle t'a apporté autre chose. Et tu peux même te poser un truc. Moi, je sais que dans le livre que j'ai écrit, à un moment, je pose une question. Enfin, c'est un autre personnage que moi qui pose une question et il dit « Est-ce que tu te rappelles d'un moment où tu n'existes pas, où tu n'es pas ? Est-ce que tu te rappelles, toi, dans ta vie, d'un moment de ton existence, et je te parle de au-delà de ta naissance, de tu es mort ou de tu n'existais pas. Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce qu'il y a un moment comme ça où tu te rappelles ne pas être? Et si tu cherches, tu vas... Enfin, moi, je ne me rappelle pas personnellement. J'ai l'impression d'être là, et avec cette idée, tu peux te dire que peut-être que c'est la même chose pour les autres. En tout cas, pour moi, c'est ça. Pourquoi ça ne serait pas la même chose? Est-ce que... Moi, des fois, à un moment donné, j'avais très peur de vieillir quand j'étais encore acteur. Parce que je ne suis plus acteur. J'avais très peur de vieillir. J'étais vraiment dans un mécanisme de réussite. Réussir sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en vie, j'ai réussi. Et à un moment donné, ça s'est transformé. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, les petits jeunes là, peut-être que moi, je vais mourir et que je vais devenir plus jeune. Enfin, tu vois, j'avais des idées comme ça de me dire que cette petite fille qui peut-être un jour sera vieille et me verra tout. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc de... C'est une espèce de cycle de vie. J'ai eu mon dernier moment de cafard, mais immense, c'était de me dire, de penser à ma grand-mère et de me dire, oh, je me rappelle quand j'avais 5 ans et qu'il y avait ces petits trucs dans la cuisine, tu sais, il y avait des bandelettes comme ça, tu passais avec des perles, et je me dis, oh, j'aimerais tellement être à nouveau à ce moment-là parce que tout serait à nouveau repossible de peut-être réussir mieux. Et j'étais dans une souffrance de me dire, de ne pas accepter en fait d'être la personne que je suis. C'était dans l'optique tu pourrais être reprojeté là et réussir mieux, ou alors c'est plus une sorte de Madeleine de Proust? Non, c'était vraiment dans l'optique de me dire je ferais ça beaucoup mieux, je prends tous les trucs que j'ai loupés, je les réussis. Enfin, tu vois, un truc qui n'a pas de sens. La Madeleine de Proust, elle est dangereuse. Hein. C'est un peu le genre de... Tu passes des vacances extraordinaires, puis l'année d'après, tu dis attends, je vais passer des vacances extraordinaires là, tu y retournes. Et non. Ouais. Elles sont plus extraordinaires du tout, parce que toi, tout a changé. Tu n'as même plus les mêmes... Tu n'as plus deux cellules identiques déjà, et que tout a changé. Donc, je crois que déjà que c'est un cadeau que tu es en train de nous faire, de les faire revivre là, maintenant. Et que, effectivement, cette douleur, peut-être ce qui te fait mal, c'est que, je ne sais pas, comme ça, ce qui me vient, c'est que
tu n'as pas encore accepté cette séparation. Simplement. Peut-être bien. Parce que, et si ça, je te promets que ça m'arrive aussi, il y a des gens qui me font pleurer. Petite anecdote comme ça, parce que c'est quand même très drôle. On a envisagé ce rendez-vous il y a 2 semaines environ. Ouais. Il y a eu une semaine de ça, donc 14 jours. Il y a 10 jours sur un réseau social connu. Il y a une photo qui réapparaît d'un film tourné avec un réalisateur il y a 10 ans. C'était la première photo apparue sur ce réseau social. Et la personne est décédée il y a 1 semaine, et on l'a enterrée il y a 3 jours. Qui était quelqu'un que je n'ai plus vu, mais qui était toujours resté là. Et tu vois, on ne se voyait plus, mais ça présente. Donc, tu pars du deuil, une photo apparaît, la personne qui a fait cette photo décède, j'ai été à l'office alors je ne l'ai jamais, mais je ne sais pas pourquoi. Là, il me sentait cette communion, et on est là, j'ai l'impression, je ne sais pas, je sais qu'il n'y a rien pour rien. Tout acte à son... cette personne m'a fait, en tout cas m'a permis de... Par rapport au deuil, j'en ai eu plusieurs, hein, on en parlera si tu veux, mais des trucs très très violents aussi, qui sont... Comment expliquer, m'ont révélé quelque chose, mais révélé également un niveau de besoin d'avoir mal, tu vois, de souffrir, de non accepter, de défi aussi, que j'ai eu par rapport à mon père qui s'est suicidé à l'alcool. Ma réaction, ça a été, je ferai mieux que toi. Et je me suis mis à boire 4 fois plus. Oui, au lieu de dire, non, j'arrête, non, c'était l'inverse. Ma grand-mère qui s'est également suicidée de chagrin. Ça t'a amené aussi à quelque chose, ça t'a amené peut-être à tous... bien sûr. C'est même pas peut-être. Mais c'est pas peut-être, ça t'a amené là. Certainement. Certainement. Sur le coup, je me disais, ça a pris du temps. Toi, ce processus d'acceptation, que je crois est primordial et essentiel dans une vie, dans cette vie, et tu n'accèdes là, pour l'instant. En tout cas. Et ça j'en suis absolument sûr, tu es là et tout. Le fait d'accepter toujours en ne disant jamais. C'est les 2 mots qu'on essaie d'éviter parce qu'ils ne veulent rien dire. Ce sont des émulations de toi. C'est ta grand-mère, ton grand-père, ils ne sont en aucun cas, ils n'ont vécu pour rien, ils ne sont pas morts pour rien, ni par hasard. En tout cas, oui, dans ton film. Dans ton film à toi. Dans ton film. Il te révèle pour l'instant la souffrance. Pour moi, dans ton film à toi, il y a au-delà de la souffrance, de l'acceptation. Oui. Je pense qu'on est vraiment, quand je t'ai parlé de Trinité, là, qu'on est vraiment dans... Et tu t'en aperçois, tu viens en parler ici, donc c'est une raison, tu vois. Mais on est vraiment dans je suis perdu. Pourquoi je suis perdu? Parce qu'il est temps que je retrouve mon chemin. C'est pas genre je suis perdu pour... Tu vois, il y a des gens qui vont faire des burn-out, mais qui vont essayer juste, au lieu de se laisser tomber jusqu'au bout pour peut-être crever ou pas, ils s'accrochent au bord et ils arrivent à remonter. Mais ils vont refaire un burn-out 6 mois plus tard, et encore et encore. Parce qu'ils n'acceptent pas en fait que la vie leur dit quelque chose. Et je crois vraiment là que je suis perdu, c'est merci la vie, quoi. Je suis perdu, ok, je me perds jusqu'au bout, je comprends des choses, et de ces choses, j'accepte que la perte est aussi peut-être un gain, parce que ça va ensemble. Hein. Et de là naît peut-être un Alan avec, tu sais, comme les robots, là, avec grand-mère, grand-père, et un truc, et qui est Alan. Mais de toute façon, c'est clair. Ils sont là. Mais ils vont peut-être partir aussi. C'est toi qui à un moment... Tu vas les absorber, en fait. Il y a une espèce de truc d'absorption, tu vois. Sauf que là, pour l'instant, en fait, c'est ça. Pour l'instant, ils sont là. Et tu les as pas absorbés. Parce que tu veux pas... Tu as peur qu'en les absorbant, tu les oublies, qu'ils n'existent plus. Donc du coup, ils sont accrochés, et quand tu les regardes, au lieu de dire « Oh, c'est... » C'est pas bête du tout. Tu vois? C'est pas un concept, hein. Je pense que de toute façon, on n'est pas dans les concepts, mais on n'en connaît pas. Non, c'est vrai. T'as pas fait l'école des concepts? Ah non. Je t'ai viré. Mon deuxième concept, ils m'ont dit. Donc voilà, c'est pas du tout un concept, je sais pas,
c'est ce qui vient. Ton histoire, ton histoire, bon, on a tous une histoire, on a tous un sac à dos avec des disparitions qu'on a acceptées, qu'on a pu absorber, qui se sont dissoutes, tu vois. Mais c'est bien de les dissoudre consciemment, parce Oui, qu'il oui, y a des disparitions qui se sont dissoutes, mais parce que la vie fait que... Il y a des personnes Les qui dissolutions vont l'appeler aussi. non consommées. Oui, Ouais. Ça aussi. c'est-à-dire que ça peut revenir, ça. Ouais, Des dissolutions non Ouais. consommées, des fois, elles se Après, reviennent dans la gueule. elle te... Ouais, exactement. Ça paraît con, mais c'est un petit peu comme ce qu'on a fait tout. Tu vois, tout à l'heure dans la méditation, je prends cet exemple-là parce que la guidance, elle mène un peu à ça. Là, tu vois, t'as mal, quoi. T'as mal, il me manque. Et ben oui. Observe, ouais. Putain, il me manque. Et respire là-dessus. Je sais pas. En tout cas, et n'essaye pas de faire autre chose pour essayer d'oublier. Vas-y. C'est toi. C'est toi. C'est ta vie. C'est vraiment... C'est tout ce qui est toi à ce moment-là. Et c'est la plus noble des choses que tu puisses avoir. Je dirais en aucun cas... En fait, on ne doit pas combler les creux. C'est pour ça qu'on boit, qu'on fume, qu'on est à la recherche de la célébrité ou de machin, de la spiritualité. On essaie de combler des creux de nous. Alors que finalement, le manque que tu as, j'aime bien ce qu'elle dit notre amie, le manque que tu as des autres, en fait, tu peux l'approprier. Oui. C'est pour ça qu'en fait on picole, c'est pour ça qu'on se met dans des états, c'est parce qu'on ne sait pas apprécier les creux qu'on a. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le manque des autres, on le voit, on pleure, on l'accepte ou pas, parce qu'on nous dit c'est pas bien de pleurer, quand t'es un homme, faut pas pleurer, tu pleures comme une gonzesse, machin. On a plein de conneries comme ça qui nous bourrent le crâne, donc qui font qu'on agit d'une certaine manière. Mais il y a aussi le manque de nous, c'est pour ça qu'on se fait du mal, c'est pour ça que on bouffe de la merde, c'est pour ça que... tu vois, c'est juste pour oublier qu'il faut... Apparemment, il faudrait réussir sa vie, ce qui ne veut rien dire. Il faudrait gagner sa vie, ce qui ne veut rien dire. Mais réussir sa vie, c'est tellement ta vie, subjectif. tu l'as, réussir ta vie. Tu peux pas réussir, tu as envie. Gagner ta vie, tu l'as gagnée, tu es là. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Quand tu comprends qu'il n'y a rien à faire... Les réflexes conditionnés qu'on te bassine. Trouve-moi un film où un mec stressé ne va pas se jeter sur un verre de whisky et prendre... Je suis stressé, je vais prendre un petit verre. Mais ça nous est conditionné par ce genre de truc. Donc, je veux dire, plus tu es jeune, plus ça va rentrer, tu vas réfléchir. Il y a des énergies quand même, parce que moi je donne un exemple, tu vois, avant j'ai eu ma période Xanax. Parce que c'est vraiment quand j'allais très mal, il fallait que je m'endorme le corps, l'esprit, etc. Parce que sinon, voilà. J'avais encore des Xanax, j'avais une réserve, je veux dire, j'avais une pharmacie ambulante, je pouvais fournir tout mon index si je voulais. J'en ai plus. Et un jour, je me trompe, je voulais prendre un médicament pour le dos et je me trompe de médicament. Je prends un Xanax, bon, vu que je prends plus rien, donc mon corps réagit très vite. Et en fait, ce que je me suis aperçu, et ça c'est assez très drôle parce que les animaux sont très sensibles, mon chat qui m'adore ne m'approchait plus. Oui. Il a attendu que ça se dissolve pour revenir vers moi. Et j'ai refait l'expérience avec un demi une autre fois pour voir si c'était ça. Pareil, il a senti que l'énergie n'était plus la même. J'étais coupé de moi, on va dire. Parce que c'est ça, tous ces trucs, tous ces... Comment tu appelles ça? Ces substances, ces produits ajoutés qui font que tu ne t'aimes pas. Parce que quand je ne me plais pas comme je suis, donc je me transforme pour pouvoir peut-être paraître en société, pour pouvoir être plus à l'aise, comme tu disais tout à l'heure. Je n'accepte pas d'être timide. Alors j'essaie de mettre un masque en plus de tout ce que j'ai déjà. Et c'est une forme de non-amour, de désamour pour soi-même. De ne pas accepter la personne que tu es. Et c'est ça, la première chose, c'est j'accepte que je suis comme je suis. Et merci la vie, merci, je suis très content d'être ce que je suis. C'est la première prière, on va dire, qu'on pourrait faire, c'est merci tous les jours, merci d'être ce que je suis. Encore plus de ce que je suis, et que la vie m'amène ce qui est bon pour moi. Je ne veux même pas choisir. Je ne veux pas choisir une voiture rouge, une voiture verte, je veux choisir ce qui fait que je suis bien. Et tu verras que la vie t'amènera. Oui. Et quand il dit ne pas voir ne pas accepter le deuil, il y a
en aucun cas il y a la notion de lâcheté, tu sais, pour prendre un truc. Non, mais même si tu as à le vivre, ben, c'est ce que tu dois vivre sur le moment. Cela dit, tu te rends très très vite compte que c'est pas... Tu l'oublies au travers tchic ou tchac, et ça revient 2 fois plus vite, et 2 fois plus fort. Il y en a qui aiment bien vivre avec la souffrance du deuil aussi. Tu as des gens qui... tu vois, qui n'arrivent pas... C'est-à-dire que ça les définit. La veuve, tu vois, la veuve, c'est la veuve. Comme la douleur. Tout à fait. Elle n'existe pas, Madame Durand, qui ne vit que au travers de sa phlébite. Parce que quand elle sort, c'est la première chose, ma phlébite. C'est le premier sujet de conversation. C'est le seul. Donc elle ne peut pas guérir. Elle entretient et son corps lui... Et il y a rien de méchant. C'est pas qu'il n'y a aucun jugement là-dedans, simplement, voilà. Il faut le savoir en fait. Parce qu'on ne le sait pas ça. On devrait presque l'apprendre tout petit. Si tu le sais, tu prends conscience. On commence à te poser des questions, forcément. Est-ce que franchement, est-ce que je vais créateur accepter de ton existence? Oui, ça. Si tu décides de créer ton, je crois que c'est un peu ton cas. Vais-je n'exister qu'au travers quoi que ce soit. Oui, ou ce que tu veux. En fait, c'est même pas une question, c'est qu'on est créateurs tous, qu'on soit inconscient ou conscient. C'est-à-dire que même la personne qui se dit, tu vois, athée, tout ça, ça ne veut rien dire. Nous, on n'est pas religieux pour un sou. Mais les gens qui se disent athées sont croyants, ils croient en la science, mais c'est leur Dieu, ils croient en 1 plus 1 égale 2. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour moi, athée, ça ne veut absolument rien dire. Des gens qui disent, ça ne veut rien dire. Des gens qui défendent des choses dans des écoles, tu trouves toujours quelque chose qui va te mettre en défaut. Donc, ça dit, tu peux en trouver, moi c'est plus mon cas, il n'est pas religieux pour un sou. Perso, j'ai une attirance plus vers un certain bouddhisme, dans le sens où Bouddha est devenu un de mes meilleurs potes. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, comme un pote, eh bien, je lui cause dans la langue qu'il cause, donc, et je me sens vraiment très très bien là-dedans. J'écoute ses enseignements comme un pote qui aurait une sagesse, voilà. Tu vois, vraiment le pote, j'ai envie, voilà. Mais en rien, il va m'imposer, tu vois. Il ne va jamais m'imposer, il va me proposer des choses. Ce n'est pas un dieu qui n'impose pas en même temps. Non, Bouddha, si, c'est un dieu qui impose. C'est déjà pas un dieu. Ah. C'est pas un dieu, c'est quelqu'un. Oui, non, mais comme c'est une religion, enfin, je ne sais pas, moi je suis... Oui, il n'impose pas, il propose. Un de ses premiers préceptes, c'est ne croyez rien de ce que... expérimentez ce que je vous dis. Expérimentez ce que je vous dis. Ne prenez rien pour l'argent comptant. C'est exactement, moi à un moment il y a un chapitre dans mon livre qui dit ça. En fait on se retrouve dans le processus, il y a une règle, comme s'il y avait une règle du jeu, que tu l'acceptes ou pas. La règle du jeu c'est ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu vibres dans ton équation qui est compliquée, c'est-à-dire que tu as ton conscient, tu as son subconscient et tu as... Inconscient, subconscient, inconscient, et les choses. En fait, ce que tu vibres, ce que tu penses, ce que tu crois, devient vrai dans ton existence. Alors, là, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est n'importe quoi. Réfléchissez à des moments où vous étiez très amoureux et que vous étiez vraiment persuadé qu'il y a un truc à rêver, qu'une nana allait être pour vous et qu'elle est devenue autre chose. Il y a toujours, tu trouves toujours des choses, des accidents. Oh, je vais avoir une merde, et oui, t'as une merde. Mais c'est une atmosphère. Oui, c'est une perception. De perception. Oui. Mais c'est tellement, en fait, moi j'en fais l'expérience, mais tout le temps. C'est vraiment, c'est limite des fois too much, quoi. Et des fois c'est une grosse claque dans la vie, quoi. Ça apparaît comme c'est un merveilleux film, mais c'est le terrain. C'est ça qui est génial. Et tu peux jouer avec, et en même temps c'est même... Tu vois, tout à l'heure tu parlais de est-ce que les choses sont déjà écrites, ou que ça soit écrit ou pas, c'est la même chose. En fait, c'est un point de vue. Tu décides que les choses sont écrites. Demain, tu as rendez-vous avec un producteur. Si tu te dis que c'est écrit, tu y vas, hyper cool. De toute façon, ce que tu feras ne sera jamais une erreur. Que tu l'aies ou pas, ça ne sera pas une erreur. Donc tu seras détendu. Et peut-être que c'est ce qui fera que tu l'auras. Mais c'était déjà écrit. Et en même temps, le potentiel de toutes les... Je l'aurai ou l'ai pas, c'est toi qui vas le définir. J'aime bien la phrase, c'est écrit au moment où tu poses le pied dedans. C'est-à-dire qu'avant, il y a tous les choix, et au moment où tu poses le pied dedans, c'était déjà écrit. C'est-à-dire que tu as tous les possibles, en même temps c'est déjà écrit. Donc du coup, tu as une sérénité, tu poses une sérénité dans ton existence. Parce que
parce que le choix que tu fais, c'est toi qui le fais et il est complètement illusoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Donc tu décides de, voilà, moi ma vie, c'est écrit, mais je m'amuse dedans. C'est-à-dire que c'est pas genre, c'est écrit et je suis obligé de faire. C'est écrit et je prends à droite ou à gauche. Mais de toute façon, j'avais pas le choix, mais je ne le sais pas. Comme dans un film en fait, dans un scénario, quand tu regardes ton script, quand quelqu'un va voir le film au cinéma, tu as le héros qui à un moment se retrouve confronté à je sauve la gonzesse, ou tu vois Batman, je sauve la gonzesse ou je sauve le monde. Le monde. Mais il a le choix. Mais c'est une illusion, puisqu'à un moment donné, dans le scénario, c'est écrit qu'il va sauver la... Mais oui, mais c'est ça la vie, peut-être. Enfin, pour moi, c'est ça la vie. Mais ça te donne une illusion qu'à un moment, tu as le choix. Le spectateur, il croit. Mais toi, en tant que scénariste, tu sais très bien que ton film, finalement, il est très linéaire. Le héros, il va là, après il va là, il va là, avec des illusions de choix à chaque moment. Et donc, si tu t'assois avec le recul et tu te dis, mon existence est comme ça, il n'y a plus de choix qui deviennent cornéliens. Tu essaies de ressentir ce qui est bon pour toi. Tu vas à droite si c'est bon. Si par exemple, moi je t'invite à une soirée et que tu n'as pas envie d'aller, tu me dis oui, j'ai pas vraiment envie d'aller, je me sens pas bien, tu me le dis honnêtement et tu n'y vas pas. Et c'est pas un problème. T'es pas en train de me dire oui, je n'y vais pas parce que ma copine a un truc ou j'ai oublié que. Non, c'est ton choix. Et si tu y vas, ça va peut-être mal se passer. Et si tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment amener de la fluidité dans. Une variété de choix en fait. C'est de propositions infinies en fait. Mais où rien n'est imposé. Mais c'est difficile de se sortir du carcan, mais c'est une multiplicité de carcans, que ce soit par notre éducation, par les cultes, la religion, etc. Ça devient de plus en plus simple, plus tu as la conscience de ce que tu... Voilà, mais il y a tellement de personnes qui n'y arrivent pas. Ça, c'est autre chose. Quand tu dis ça, tu vois, là tu parles de toi. Non. Mais si, on parle toujours de soi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bien, ouais, t'as raison. Non, mais je pense que j'y arrive d'une certaine façon et que parfois j'y arrive moins, tu vois. Enfin, c'est plus... Mais parce que voilà. Et là j'allais te poser justement par rapport à ça, exactement ça. Qu'est-ce que pour revenir au deuil, est-ce que c'est le manque des personnes dont tu as parlé, ou c'est ce qui te fait du mal, c'est ta réaction par rapport au manque de ces personnes? Est-ce que le fait, je pose simplement là, ils sont partis, qu'est-ce qui te fait du mal? C'est le fait qu'ils soient partis, ou c'est ta réaction par rapport? C'est ta réaction que tu ne... Qu'est-ce qui te fait du mal, vraiment? Simplement le manque, ou que ça te... Et je parle à ce moment-là de ce truc-là. Est-ce que c'est cette résistance à cette disparition que tu... Je pense qu'il y a moins de résistance maintenant, et que c'est plus... évidemment, ça se fluidifie. Voilà, évidemment, ça se fluidifie. Je pense que c'est plus l'absence. Mais même des détails très prosaïques, tu vois, on va dire ça comme ça, de se dire, tiens... À tel moment, je l'aurais appelé parce que là, je ne sais pas où j'en suis. Et on m'aurait certainement donné le bon conseil, tu vois, voilà. Donc, c'est plus mais donc tu crées une histoire. Tu crées une histoire. Et donc, tu crées en même temps le dénouement de cette histoire qui n'est pas un dénouement. Donc, tu crées un film à ce moment-là. Je l'aurais appelé. On est dans un conditionnel. Tout à fait. On aurait discuté, mais comme elle n'est pas là, il n'y aura pas de discussion. Oh, ça me rend mal. Donc, tu as une réaction par rapport à un film que tu crées à ce moment-là, qui n'existe pas, et que tu sais qu'il ne peut pas exister. Et ça, c'est encore plus insupportable. Alors que... simplement... C'est éclairant, ça. Quand tu... elle est partie, comme ça. Tu vois, elle est partie, tu prends à droite et tu penses à gauche. Elle est partie. Tu ne vas pas te faire le film. Je vais... Ah, maintenant, je lui aurais posé la question, et j'aurais eu... Ou alors, tu décides qu'elle est toujours quelque part présente, et tu lui poses la question. Et il y a un truc qui vient. Mais tu ne te dis pas, la douleur, il me semble que c'est dans la réaction de ce qu'il te manque à toi, et non pas ce qui lui manque à elle, c'est-à-dire la vie. Ce qui te manque à toi, c'est sa vie. Mais c'est la réponse à cette fameuse question qui est le fil de ta vie. Et comme tu n'as pas cette réponse, tu as cette douleur, et donc tu repenses à l'absence de la personne, l'absence physique, que tu aurais eu si. Et on est dans un conditionnel. Parce qu'en fait, entièrement construit, tu as construit ce chapitre de ce film à ce moment-là. Et ma dernière question, pourquoi tu te fais si mal? Parce que tu n'es pas idiot, tu sais très bien qu'ils sont morts. Tu sais très bien qu'ils sont morts dans leur état physique. Qu'est-ce qui fait que tu vas rechercher cette douleur? Parce que tu t'en rends compte. Je te mets le petit schéma, tu te rends bien compte. Enfin, je pense.
Tu mets en scène une personne disparue, et le fait tout à coup, ah mais non, je peux pas, elle est décédée, je me montre pas, je peux pas, merde. Et là tu as une douleur, parce que tu ressens le manque. Est-ce que tu ne crées même pas les questions pour pouvoir vivre ça? Ben voilà. Ouais. Mais attends, c'est très bien, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça accepter, c'est ça réellement accepter le truc. Mais le voir comme, tu te poses ces questions, tu les remets en scène dans une vie de vivant, alors en sachant très bien qu'ils ne sont plus là, parce que peut-être que tu as besoin de vivre cet instant de souffrance. Enfin, et voilà, oui, ça me semble. C'est difficile de répondre à ça. Tu ne peux pas. Il n'y a pas de réponse. En fait, il n'y a pas de vérité, il n'y a aucune réponse. En fait, c'est toujours ce que tu crées, c'est toujours pour ton bien. Alors même si ça paraît pas être pour ton bien, donc du coup, pour moi, il y a une réponse, c'est que c'est encore un choix. C'est-à-dire que tu crées ce truc un peu épineux pour arriver à un endroit, par exemple comme ici, pour comprendre ça, pour comprendre que, pour te construire, pour arriver peut-être un jour à le diffuser à autre chose, mais tout ce que tu crées à chaque moment, même si c'est des choses qui ont l'air d'être une erreur, c'est toujours quelque chose qui t'apprend à te reconnaître, en tout cas à revenir à ce que tu es profondément. Donc du coup, c'est pas une erreur d'avoir, je sais pas moi, chialé pendant 3 ans, c'était un processus qui t'amène à... T'avais besoin de 3 ans, bah c'est comme ça, c'était écrit, c'était 3 ans dans le scénario, Alan c'était 3 ans et pas 1 minute de plus, où tu vois, il n'y a pas une erreur, il n'y a jamais une erreur de scénario, le scénario est toujours parfait. Si tu commences à dire il y a une erreur, là, tu repars dans un film, comme il disait, tu repars dans « ah j'aurais dû, machin », tu repars de plus être dans le présent, parce que c'est ça, c'est une question d'être dans le présent, d'être là, et de ne pas te dévier, tu vois, tu es sur cette route, et tu es en train de penser à une route qui n'existe pas et qui est à gauche. Au lieu d'être pleinement dans cette route, tu te dis oh, si j'étais dans l'autre route, ça serait tellement mieux, ça serait tellement super. Et c'est envisager une piste, une possibilité impossible en fait. Enfin, oui, parce que finalement, est-ce que ta question s'adresser à cette personne, mais ou aussi, ou alors c'est accepter quelque chose. Ou accepter que la personne n'est plus là et que tu n'as pas posé de questions, ou accepter que cette personne-là et qu'elle ne puisse pas te répondre, donc ça te met dans une douleur dont tu as légitimement besoin, donc c'est toi qui le vis, ou d'accepter que peut-être qu'elle est ailleurs. Aussi des choses, ces choses-là te permettent peut-être de pleurer sur d'autres trucs, de sortir des ça m'a permis de sortir plein de choses. Bah oui. Créativement aussi. Bon, ça fait un peu aussi... ça peut sembler cliché, mais voilà. Non, pas du tout. On se sert de la vie, voilà, pour... Mais je pense bien sûr. Pour créer de toute façon... Donc voilà, donc tu as des choix, là j'en ai 3, mais il y en a, waouh, il y a une infinité de choix, mais oui, moi j'en vois 3 comme ça. Tu peux avoir, tu te poses la question et tu as une banque de données, ils t'ont donné toutes les réponses. Donc tu peux te poser une question, aller les voir, et de toute façon ils t'ont donné toutes les réponses. Ou alors encore mieux, tu te poses la question et tu t'aperçois que toi-même as déjà les réponses. Quand tu te poses une question, il y a déjà la réponse dans la question généralement. C'est-à-dire que le problème posé est déjà la solution. S'il y a un problème, c'est que... si tu es malade, c'est que, tu vois, c'est déjà la solution. Donc, du coup, c'est un raccourci que tu dois faire. En fait, là, je pose une question à mes grands-parents, à mon cousin qui sont morts, c'est un peu compliqué, il y a plein... Et en fait, plus tu raccourcis, plus tu t'aperçois que je pose une question, je peux répondre à cette question. Parce que j'ai tout le bagage, parce qu'ils me l'ont donné, parce que je suis la réponse, en fait. Parce que finalement, le problème n'est que la solution, etc., etc. Donc c'est comme dirait Monsieur Bonjour, quelle bonne nouvelle. J'adore dire ce truc. J'ai envie d'un dessert, moi. Ça pense. Ah oui, pourquoi pas. Volontiers. Pourquoi pas, mais si. Eh bien, passons au dessert. On passe au dessert. Tu peux faire mal. Donc on fait des claps parce qu'on aime ça. Pas bon. Il aime tellement ça. Celui-là, il est pas bon. Non, il est pas bon. On regarde tout. Voilà. Le dessert. Le dessert, Le avec dessert. la bougie, qui symbolise Premier le invité. premier invité, qui est notre cher ami Alan. Voilà. 1,
C'est merveilleux ça. Enfin, non, c'est pas merveilleux. Je sais. Je sais, ça vaut pas 2 balles. Par contre là, bah oui. C'est joli déjà. On a eu les nourritures. Les nourritures. La première bonne. Tu présentes ta recette un peu, non? Je présente ma recette. Alors c'est un gâteau vegan. Parce que bon, voilà, c'est la nouvelle. Donc il n'y a ni œufs, ni viande hachée dedans. Ni eux, ni nous. Pas de bacon. Au chocolat, me dit-on dans mon oreillette. Il est au chocolat avec de la noix de coco. Alors je vais vous expliquer. Il y a du chocolat, de la noix de coco, du lait de coco et plein d'autres trucs. C'est bon? C'est bon, ouais. C'est vrai? Excellent. Ouais. C'est presque aussi bon que le sexe. Venant de toi, Très 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 bon. venant de toi. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Quoi? On mettra la recette dans les descriptions. Ouais, ouais. Une très bonne consistance en bouche, réellement. Non, Non, c'est un peu comme un moelleux au chocolat. Non, mais... C'est pas possible, on va pas. Elle me le dit tout le temps. Mon Dieu. Nous sommes Je vois ce que tu veux dire. Non, mais je pense que voilà, le rire fait partie de. On est allé assez loin. Je disais là en entrée, on avait je dirais les nourritures connectives, fait de la méditation connectée à nous par la respiration. Nourriture de la vie, qui était ton. Et puis là, on en profite un peu, nous. C'est-à-dire qu'on va se permettre de parler la bouche pleine. En fait, on a bien raison de faire une émission où il n'y a que le dessert. Ça serait un peu. un peu compliqué. Mais c'est vrai que comme on passe à table, moi ça m'a évoqué plein de choses. Enfin, ton thème a ouvert, et je pense tout le monde, vu qu'on l'a tous connu, on a connu le deuil, sous la forme physique dont on a voulu parler plus précisément, ça aurait pu être le deuil d'une relation, ça aurait pu être le deuil, parce que c'est également un deuil, le deuil d'un objectif de vie. D'un objectif de vie. Oui, bien sûr, c'est juste. Cela dit, je crois qu'on aurait parlé de la même chose, plus ou moins. Oui. Ou pas, mais bon, quand même. Sans... Façon dont on réagit au deuil, je sens que là, Kevin, il a très envie que de manger. Il n'a plus du tout envie de parler. Moi, je vous écoute, je trouve ça très intéressant. Moi, je peux pas. Ce qu'il y a de bien aussi, bon, pour le coup, c'est vachement moins profond, mais c'est que le chocolat ne prend pas le pas sur le goût de coco. Ah oui? Ouais, je trouve que ça se marie très bien. C'est assez subtil la note de coco. Alors vous qui nous regardez manger, sachez que le chocolat prend le pas sur le goût de coco. Pourrait prendre le pas sur le goût de chocolat. C'est une question de point de vue. Ah, c'est ce que tu dis, toi? Oui. Le goût de chocolat prend le pas sur le goût de coco, qui ne prend pas le pas sur le goût de chocolat. Ah, je vous ai dit. D'accord. C'est la partie la plus intéressante de notre entrevue, je trouve. On va... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de manger plus vite. T'as vraiment des réels talents pour la pâtisserie. Je sais pas si t'étais... Pas que. Ouais. Et pas que, évidemment. C'est une découverte ou c'est... Ah non, j'adore. Mais en plus, avec le côté faire des choses véganes, ça devient un peu... Tu vois, il faut retrouver Ça change des beaucoup de sensations. choses, de ne pas utiliser du lait, enfin des produits d'origine animale, des œufs, etc. Dans la préparation, ça change beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est plus simple parfois. Parfois, tu regardes dans tes placards et tu te dis je vais faire un gâteau parce qu'il ne manque pas d'œufs, il ne manque pas de trucs. Déjà, tu ne dois pas casser les œufs. Il y a des gens qui ont cette phobie là de ne pas bien briser les œufs.
Le deuil de l'œuf. Mais non, mais... Pardon. Parfait, n'importe quoi. C'est délicieux. Oui, on va rester longtemps comme ça, on va regarder manger. C'est ça. Franchement. Mais il n'y a pas du tout de perte de saveur, en tout cas par rapport... voilà. Par rapport à quoi? Tu l'as fait. Après, Ouais, tout à fait. après, je te parlerai comment ils ont nettoyé la nappe. Ça, c'est pas triste non plus. On peut faire une émission. Je n'ai pas compris. Moi non plus. Hein? Moi non plus. Non, là. Non, mais je pense qu'il n'y a pas du tout de perte de saveur, tu vois, dans cette version vegan par rapport à ce que ça aurait été en version... en version classique, quoi. Moi, je suis c'est pas assez vegan. fort. Ouais. Je suis pas vegan. La texture est parfaite parce qu'on essaie quand même toujours d'émuler un peu la texture. Oui. Enfin, même dans les... quand tu achètes par exemple, je sais pas, des boudins de corne, tu vois, ou de protéines végétales, ça émule quand même toujours un peu la texture pour pas que les personnes soient trop Des choses bonnes. Hein. perturbées. Voilà. Parce que ça, c'est végétarien. Oui, ça c'est végétarien, tout à fait. Parce qu'avant, on pouvait prendre ce genre de choses-là, mais Ouais. on s'est aperçu qu'il y avait des œufs dedans. Ouais. Et là, on a découvert une viande, une espèce de faux poulet comme ça. C'est tellement. En fait, moi, je ne peux plus manger de viande à cause du goût. Je ne sais pas, il y a un truc qui se passe qui ne va plus alors que j'adore la viande. Et là, on a trouvé donc cette viande végane. Même si on n'est pas à la recherche forcément d'une viande, je voulais juste essayer. Et en fait, c'est assez confondant. Le goût, c'est presque comme si tu mangeais de la bonne viande. Et c'est tellement vrai. C'est à base de quoi? Enfin, C'est à base de je crois, champignons, ouais, il y a du soja. Mais en tout cas, Pétre. t'as raconté des histoires. Tu as raconté des histoires, mais tu le sais. Donc tu te sens pas bien par rapport à ça. Oui, c'est. C'est un peu, voilà, j'ai arrêté de fumer, mais j'en fume une de temps en temps. ouais. Ok, mais. Oui. Et alors, il n'y a rien de faux là-dedans, simplement être conscient qu'on n'est pas dans le vrai du sujet et que t'es fumeur, ben c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Si tu manges la viande, c'est pas grave. Sache que quand tu manges la viande, ben. Perso, j'en mange de moins en moins, mais par la vie, je ne me. Moi, ce qui me gêne, c'est le gaspillage en fait, réellement. Ça me. Et la surproduction, tu vois, la surpêche, Ouais. etc. Tu l'as vu le film Okja? Ah non, toujours C'est pas. pas intéressant parce que c'est un J'aimerais film voir. sur ça. Et bon, moi je voulais faire à un moment donné, quand j'ai commencé à voir ça, je me dis il faut absolument que je fasse un docu, un film. C'était un film plus. J'ai vu Okja, je me suis dit non, ça se passe au niveau individuel en fait. C'est la conscience, c'est moi Absolument. qui décide qu'est-ce que je veux faire. Bah, et je ne peux pas obliger les autres à le devenir. C'est à un moment ils vont avoir un truc en face d'eux, ils vont se dire je ne peux plus manger la viande parce que je vois qu'entre la petite poule qui est dans son champ et mes œufs, bah, c'est pas genre juste une petite belle image bucolique, c'est vraiment, c'est pas terrible. Et moi ce que j'adore là-dedans, c'est que quand je vois tous ces gens qui font des manifs ou des choses et qui sont pour l'écologie et qui finalement ils mangent de la viande, mais ils s'en rendent pas compte. Mais c'est le premier truc écologique qu'on pourrait faire, c'est d'arrêter de manger de la viande. Déjà, c'est le truc le plus polluant. Donc du coup, ça peut être drôle des gens qui sont là, oui, non, ah là, enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, le réchauffement climatique. Alors c'est très bien d'être, comment on dit, militant, etc., mais moi je ne vais pas militer, je ne mange pas de viande, je ne consomme pas de produits animaliers, et je considère que je fais ce qui est de mieux, en tout cas pour ma santé, parce que je veux être bien, et donc du fait de faire ce qui est bien pour ma santé, et ben, j'irradie autour de mon petit mètre carré de pelouse le bien-être, et peut-être que d'autres gens vont se dire tiens, je vais faire comme lui parce qu'il a l'air de ne pas être mal, et que je vais me renseigner, etc. etc. Ça sert à rien d'essayer de faire du prosélytisme, ou d'essayer de dire oui c'est pas bien, de toute façon ça braque plus qu'autre chose. Oui. N'est-ce pas monsieur Olivier Bonjour? C'était donc monsieur Bonjour. C'était Kevin Yachenti et c'était notre invité pour le premier On passe à table, Alan. Merci Alan. Merci Alan. Merci à vous les gars. Vous regardez dans les yeux, sinon c'est C'est ton des mauvais années sexe, je m'en de- fous, je suis avec.